Il est urgent de repenser le système face à l'effondrement en cours. Et je suis d'accord avec le monsieur qui est intervenu tout à l'heure. Avec plus 6 degrés de réchauffement climatique en moyenne annoncé d'ici à 2100, c'est la disparition de toute forme de vie sur Terre. Donc nous sommes bien dans un scénario de génocide planétaire. Et aux dernières nouvelles scientifiques, il est même possible que la planète Terre ne survive pas. C'est-à-dire qu'après nous, le réchauffement climatique aura été tellement important en tellement peu de temps qu'il est possible que l'écosystème terrien soit totalement détruit et que la planète Terre soit morte, ou devienne une espèce de Vénus ou de Mercure. Ce qui est assez effrayant pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'ai relevé? J'ai relevé une jolie phrase, je ne sais plus qui l'a dit, si je vois que c'est Anthony. J'ai relevé cette jolie phrase, passer d'une société du pouvoir à une société des pouvoirs. J'ai noté plusieurs propositions concrètes, une transition avec une carte à puce pour Marc, une transition avec une base de données qui donne des informations sur la fabrication des produits avec Jean-Patrick, l'habitat coopératif avec Anthony, je lui passerai peut-être la parole après parce qu'il n'a pas eu le temps de... c'est ma faute, je l'ai coupé. Il n'a pas eu le temps de beaucoup parler de l'habitat coopératif, donc je lui repasserai le micro après. Oui, avant de vous faire de remarques, pour moi, là je revais ma casquette de philosophe, et finalement la grande question philosophique de fond, c'est celle-ci. C'est la question de la nature humaine. C'est-à-dire, l'être humain est-il prêt à passer à une société sans monnaie? L'homme est-il suffisamment bon, entre guillemets? Certains ne vont-ils pas essayer d'en profiter, soit en prenant le pouvoir, soit en ne faisant rien? Alors là, on a beaucoup discuté de la question de rien faire. Moi, je pose simplement la question. Je finis avec deux petites remarques. On a beaucoup discuté aussi du travail. Et là aussi, comme l'a dit Marc, il faut qu'on se mette d'accord sur la définition du mot travail. C'est ce que disait la grande philosophe politique Hannah Arendt. Quand on joue aux cartes, il faut que les joueurs de cartes aient un espace commun, à savoir la table où l'on joue aux cartes. Et quand on parle d'une définition d'un mot, c'est la table. Il faut partir en fait d'un concept dont la définition soit acceptée par tout le monde. Sinon, on ne peut pas en débattre, on ne peut pas jouer au jeu de la polémique, c'est pas possible, puisqu'on parle de plusieurs réalités différentes. Donc moi, je poserai seulement une question sur le travail. Est-ce qu'on peut entendre par travail une activité épanouissante et non pas seulement un travail qui torture ou qui contraint? Effectivement, monsieur a raison, hein, le mot travail vient de tripalium, 3 pieux. À l'origine, ce n'était pas un instrument de torture pour les esclaves, c'est vrai que ça a été utilisé ensuite pour cela. À l'origine, c'était un instrument qui permettait aux paysans de ferrer les pattes des chevaux ou les pattes des bœufs. Alors c'est vrai qu'il y a une notion de contrainte et de contrainte et d'immobilité dans la notion de travail qui n'est pas forcément très épanouissante. Et si l'on remonte un peu plus loin, si on creuse un peu plus loin, si on remonte aux racines de la civilisation judéo-chrétienne, souvenez-vous que la punition pour Adam et Ève après avoir enfreint la loi et avoir mangé et goûté du fruit défendu, c'est précisément le travail, puisque Adam a été condamné à travailler, à gagner son pain à la sueur de son front, donc en travaillant, et que Ève a été condamnée à accoucher dans la souffrance. Et ne dit-on pas d'une femme lorsqu'elle accouche qu'elle est en travail? Donc c'est vrai que nous sommes une civilisation où le mot travail est connoté de manière très négative, mais ne pourrait-on pas le redéfinir, donc comme une activité épanouissante? C'est le fameux flux dont je vous parlais tout à l'heure. D'après la psychologie positive, nous sommes heureux uniquement dans le flux. Il y a bien dans une activité qui nous compte parce que nous avons des inclinations et des compétences pour cette activité qui nous rend profondément heureux. J'aurais voulu finir sur cette note très positive, mais quelqu'un, je ne sais plus qui a parlé de cela, je pense que c'est Marc, il faut laisser peut-être aller le système monétariste jusqu'à son propre effondrement. C'est un concept qui commence à voir le jour, c'est le concept de saturation. Et effectivement, le système, vous savez, tout système tend à persévérer dans son être, c'est le principe d'entropie, nous vieillissons, nous allons mourir. Et normalement, tout système tend à trouver un équilibre. Sauf que là, le système capitaliste tend à persévérer dans son être, mais comme son être, c'est de saturer les ressources, l'espace, l'eau, enfin, de tout saturer, il persévère dans son être jusqu'à s'effondrer.
Donc on est dans une espèce de système qui marche totalement sur la tête, et je confirme que si nous ne faisons rien pour l'arrêter, nous courons tous à notre propre perte. Alors, paradoxalement, la saturation du système financier pourrait nous sauver, parce que si le système financier s'effondre d'ici 5 ans, comme l'annoncent beaucoup de grands économistes, ça pourrait subitement entraîner une décroissance des émissions de gaz à effet de serre, puisque plus d'activité industrielle, et paradoxalement nous sauver de ce génocide climatique. Sauf que, vous imaginez bien le chaos que cela va entraîner et la barbarie que cela va entraîner. Donc il vaudrait mieux le préparer plutôt que le subir. Mais avons-nous le temps, d'ici 4 ou 5 ans, de préparer une sortie du système capitaliste? Il faut encore faut-il y croire. Alors je finirai avec un mot de Jacques Ellul, ce grand penseur protestant, qui disait « Laissons l'espoir pour les sots », il était un leader. Parlons d'espérance. L'espérance, c'est continuer à garder espoir lorsque la situation est désespérée. Voilà, je vous remercie.